Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Direct LinkedIn. Aujourd'hui, où je vais avoir le plaisir d'accueillir deux invités à deux moments différents. Donc, le thème de notre LinkedIn aujourd'hui, c'est dynamiser votre impact, transformer le chaos en opportunité. Donc, dans une première partie, je vais avoir le plaisir de recevoir Guy Lebel. Guy, qui est président de Lebel Conseil, une référence dans le développement des marchés au Québec, plus de 24 ans d'expérience. Guy incarne le leadership, la vision nécessaire pour les entreprises, pour les entrepreneurs, et il les accompagne, ces personnes-là, pour transformer leur entreprise. Guy possède une bonne et même une très grande maîtrise dans le domaine de la croissance et permet également d'établir des relations solides entre les partenaires. Les partenariats, il connaît bien, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'émergence. Donc, Guy est un acteur qui favorise l'émergence des personnes, des individus à l'intérieur des entreprises par un coaching qui est ciblé et un coaching qui est approprié dans les contextes difficiles que vous pouvez vivre actuellement. Donc, Guy va nous partager aujourd'hui sa vision, un sens d'évolution des entreprises et l'acquisition de nouvelles compétences pouvant permettre de faire face aux défis actuels. Donc, sans plus tarder, Guy Lebel, bonjour. Bonjour. Belle présentation, je te remercie. Ben, écoute, c'est tout à ton honneur, Guy. Est-ce qu'il y a des faussetés? Non, c'est pas si pire, c'est bien. C'est pas si J'ai pire. retenu le 24 ans, c'est surtout ça. C'est bon. Mais avant de débuter, Guy, là, OK? Oui, il y a la présentation, puis j'ai enveloppé, puis j'en ai éliminé parce qu'on pourrait en dire beaucoup sur toi, mais concrètement, Guy Lebel, Service Conseil, il fait quoi au juste? J'aide les entreprises à faire leurs investissements. Souvent, les entreprises ont une idée, ils sont au point A, ils veulent s'en aller au point B, et il y a des étapes à franchir à travers ça. Et avec les années, bien, on est capable d'être un bon gestionnaire de projet et d'éviter les embûches. Le principe est d'anticiper. C'est-à-dire d'éviter au maximum les complications et de bien documenter au tout début pour être capable de bien mesurer, de bien contrôler un investissement, un projet, une gestion de changement, tout simplement. Et à travers ça, il est toujours bon de savoir qu'il existe environ 2400 programmes gouvernementaux qui sont là pour soutenir les entreprises manufacturières au Québec ou les tertiaires moteurs, c'est-à-dire les TI ou les entreprises qui ont un impact sur l'industrie. Et lorsqu'un projet est bien rédigé, bien étapé et qu'on connaît bien les livrables, eh bien, il est facile de communiquer avec les partenaires pour que ceux-ci viennent nous appuyer ou viennent soutenir financièrement. Plus de 2400 subventions au programme disponibles. Demandez-moi pas de les nommer, elles changent à tous les jours. Même moi, je m'égare. Ceci étant dit, il y a 4 grandes familles d'aide gouvernementale. Il y a tout ce qui concerne le développement des RH, la gestion des RH, l'embauche d'un directeur des ressources humaines, également le développement des compétences en entreprise. Il y a tout ce qui concerne la commercialisation et le développement des marchés, travailler avec des agents, faire des études de marché, être homologué. Lorsqu'on veut avoir un client et démarcher et négocier, il y a des aides. Tout ce qui concerne aussi l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire la prise de risque d'une entreprise pour être meilleure. Là, d'où vient l'importance de bien documenter, c'est-à-dire, c'est quoi un risque? Inventer le feu, c'est déjà inventé, c'est pas un risque. Mais utiliser le feu différemment, peut-être qu'il y a de l'innovation dedans. L'exemple est grossier, mais on comprend le principe. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne l'investissement pur pour être plus productif. On parle de virage numérique, on parle d'agrégation de chaîne de production, on parle d'investissement pour agrandir une usine. Alors, il existe différents programmes qui s'adressent aux entreprises pour les aider à compléter leur montage financier. Mais il faut toujours retenir que
Les gouvernements et les partenaires ne sont pas des entrepreneurs. Ils ne sont pas là pour prendre le risque, ils ne sont pas là pour prendre les devants, ils sont là pour soutenir la prise de risque et les décisions des entrepreneurs. Oui, et je crois qu'il est important aussi que les entrepreneurs prennent des risques et que ces risques-là soient mesurables à l'intérieur des demandes. C'est toujours la question. Les gouvernements, écoutez, ils ont toujours aidé les entreprises depuis disons, depuis la Révolution tranquille. Mais les entrepreneurs sont très astucieux pour présenter un projet et rendre flou la conclusion. Avec l'avènement du contrôle de l'informatique, des rapports d'Internet et tout ça dans les 15 dernières années, les gouvernements sont devenus très, très habiles pour documenter et mesurer la finalité de leurs investissements. Ils ne donnent pas de l'argent. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites, quel va être le livrable à la fin, et ils sont en droit de demander le livrable ou de demander des contrôles au fur et à mesure que le projet avance, afin d'éviter de se faire enfiroiper et d'éviter de donner de l'argent à une entreprise qui n'amènera aucune valeur ajoutée pour la collectivité. Au fond, le calcul est le suivant. Si le gouvernement investit dans votre projet 100 000 $, dites-vous qu'en TPS, TVQ, en taxes, en impôts, en DAS et en retour sur investissement auprès des fournisseurs, tout ça, dans les 3 prochaines années, il va certainement avoir 300 000 $ qui vont revenir dans les poches du gouvernement. Il ne perd pas d'argent à vous aider, mais documentez-le. Donc, c'est un effet levier que le gouvernement fait, mais encore faut-il que le projet soit crédible et viable. Tout à fait, c'est la clé. Mais aujourd'hui, qui, dans les entreprises, cherche à faire un projet qui n'est pas crédible et viable, l'argent est tellement rare, le temps est si précieux, les problèmes nous sautent dessus à longueur de journée. Pourquoi faire un projet pour détourner l'idée principale de la mission d'une entreprise? Ça n'a plus sa raison d'être. Maintenant, ces programmes-là, j'ai plusieurs questions pour toi, Guy, mais maintenant, ces programmes-là, est-ce qu'ils sont disponibles pour tout type d'entreprise ou plus spécifiquement pour certains types d'entreprises? Non. Les entreprises, on en parlait tout à l'heure, les entreprises qui sont visées, ce sont les entreprises manufacturières. Et au Québec, il y en a très peu. C'est environ 8 % du marché des entreprises manufacturières. Dans les années 80, on était peut-être à 15 %. Tranquillement, ce marché-là, des entreprises qui fabriquent, s'est effrité, est allé vers l'Asie ou est allé des pays en émergence où est-ce que les coûts de production étaient beaucoup plus bas. Ce qui nous reste, nous, ici, c'est le savoir. Alors, le design, les TI, le tertiaire moteur et, comment je pourrais dire, les programmes sont là pour être capables d'initier des projets et de faire les projets au Québec. Comprenez-moi bien, si vous êtes un distributeur et que vous importez des produits de Chine pour les revendre, il n'y a pas de valeur ajoutée ici pour la collectivité du Québec. Alors, le gouvernement ne va pas subventionner pour envoyer des emplois en Chine. Toutefois, j'ai des clients qui sont dans l'agroalimentaire, je vais dire des noix, exemple. On ne fabrique pas de peanuts ici, on les importe. Toutefois, on peut les griller, les saler, les mélanger, les ensacher, les conditionner. La transformation se fait ici. La valeur ajoutée, elle est ici. L'exemple est peut-être grossier, énorme, mais il est normal que l'aluminium, on n'a pas la bauxite, mais on fabrique l'aluminium ici. Oui. Il est normal d'importer. Ce qu'on veut savoir, c'est où est la création de valeur ajoutée, quel est l'apport, la compétitivité qui reste chez nous au Québec. Ou au Canada. Ou au Canada. Puis maintenant, oui, mais là, tu as un autre volet parce qu'on peut parler de subventions québécoises, de subventions canadiennes aussi, parce qu'il y a 2 types de... Quand je dis les subventions, je ne fais pas vraiment de différence entre Québec, Canada. Ça devient un grand mélange. Il y a des subventions qui sont privées de l'ordre des centres de recherche. Exemple, Gaz Métro, ses propres subventions pour aider à développer des nouvelles technologies utilisant le gaz naturel. Okay. Hydro-Québec a également des subventions pour être plus écologique, économiser des frais et tout ça. Changer un boiler dans une entreprise. Ouais. Bon. Mais ce sont des subventions qui sont de l'ordre privé. Il est impossible avec les 2400 de faire le tour et ce n'est pas votre métier de savoir où sont les subventions. Ce que vous avez besoin de communiquer, c'est quel est votre projet. Et surtout, il ne faut pas dire « j'ai besoin d'argent » parce que ça n'existe pas une subvention. Tout le monde au Québec a besoin d'argent. Si on donnait de l'argent à tout le monde, on ferait faillite. Ce n'est pas l'idée. Quel est votre projet? Bien le communiquer. Donc, le besoin. Le besoin. Identifier le besoin. Également, est-ce que
les entreprises, si on prend par exemple un start-up, une entreprise qui a un peu plus d'expérience, est-ce qu'il y a des critères qui font que certains types d'entreprises, selon leur année d'ancienneté, sont plus admissibles que d'autres? Le critère généralement accepté, c'est que l'entreprise, premièrement, elle a une année d'exercice. Donc, OK. elle a payé ses impôts, elle a fait son rapport d'impôts. Le critère du gouvernement est assez simple. Il veut savoir avec qui il parle. Il faut se présenter. Donc, faisons une année d'exercice, présentons les impôts. De cette façon-là, l'entreprise, le gouvernement peut savoir si vous faites 50 000 de chiffre d'affaires ou vous faites 100 millions de chiffre d'affaires. L'entrée pour être subventionné est environ 200 000 $. Pourquoi? Le gouvernement veut savoir si vous êtes viable. Et un projet est un apport de nouvel investissement. Alors, si vous payez vos produits manufacturiers, vos ressources humaines, votre local, votre salaire et tout ça, normalement, vous avez 100, 150 000 $ de dépenses. Donc, si vous voulez faire une expansion de marché, investir dans de l'innovation, c'est en addition à votre projet. C'est pour ça que l'entrée pour être crédible, quand on demande une subvention, c'est environ 200 000 $. Il y a des petites entreprises, il y a des petites subventions, il y a des exceptions, on peut y arriver. Toutefois, il y a le cycle de croissance d'une entreprise. Un start-up, c'est probablement ce qui est le plus difficile à aider et à subventionner, dans la mesure où il n'y a pas d'historique. Et l'argent, c'est la mesure de la prise de risque. Alors, comment mesurer le risque lorsqu'il n'y a pas de documentation sur la prise de risque des années précédentes? Ça devient très, très compliqué. Les montages les plus difficiles que j'ai faits dans ma vie, c'était 15 000 $ de financement. On s'agrippe sur quoi? Hein? Alors, l'entrepreneur s'agrippe sur sa personne, sur sa maison et tout ça. Et c'est très difficile de commencer dans cet esprit-là. Toutefois, lorsqu'une entreprise a 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions, il est plus facile d'aller faire un projet de 60 000, de 80 000. Et les subventions, en général, sont de l'ordre de 50 % d'un projet. C'est-à-dire que si votre projet est 60 000, eh bien, vous allez dépenser 60 000 $, vous allez faire votre projet et le gouvernement va vous rembourser la moitié. C'est toujours en remboursement, c'est jamais en équité. C'est comme ça que fonctionnent les subventions au Québec. OK, très bien. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu, là? Je suis un propriétaire d'entreprise, manufacturier, je reprends quelques-uns des critères que tu viens de mentionner, là. Puis là, j'ai un méga projet. J'ai un méga projet, puis là, je ne sais pas trop quoi faire, comment m'y prendre. Donc, quel conseil donnerais-tu pour maximiser les chances de succès dans une démarche pour aller chercher de l'aide financière afin de faire avancer mon projet? Non. Premièrement, réfléchissez. Il y avait traditionnellement au Québec une espèce de culture d'entrepreneur. Moi, je le sais, suivez-moi, je l'ai déjà fait. En général, c'est un très bon départ et on peut estimer les coûts d'un projet, on peut avoir une bonne idée dans quoi on s'embarque. Mais on oublie toujours la réglementation, on oublie toujours les à-côtés, les ingénieurs, le coût des électriciens, attendre Hydro-Québec pendant 6 mois. On oublie aussi l'importance des plans, des assurances, le coût des employés, l'embauche, les retards, les difficultés. Alors, dès le début, s'asseoir et se faire un plan. C'est vraiment, vraiment la base qui, tout le monde, on le sait, mais on le fait dans notre tête. L'écrire, c'est une autre étape. Et ça ne prend pas des millénaires, là, écrire. Un plan peut se faire sur 1 semaine, 2 semaines. Mais après, imaginez, si on remet en question certains coûts. Exemple, on dit, l'ingénieur va me coûter 50 000. Merveilleux. Allons chercher une proposition de service. Faisons venir l'ingénieur pour confirmer le coût, confirmer le prix. Et rapidement, on se rend compte qu'il y a une difficulté. On va avoir besoin de dépoussiéreurs, le bois est rare, il y a des surtaxes. Et le projet devient complètement différent. Et j'ai vu, moi, des projets démarrer à 2-3 millions de chiffre d'affaires et terminer à 7-8 parce qu'ils avaient été non planifiés et ça affecte énormément les liquidités d'une entreprise et la planification. Et retenez que lorsqu'on fait un projet et qu'on fait un montage financier, lorsqu'on parle à une banque ou un partenaire, tout l'argent qui a été investi avant ne compte pas. Alors oui, j'ai investi 1 million, j'aimerais que ce soit vous l'avez déjà investi. Vous avez besoin d'argent. Combien vous allez mettre? Combien la banque va mettre pour le restant du projet qui reste? Alors, calculez bien au début, planifiez
et donnez-vous des clés de sortie ou des clés d'ajustement. À l'étape numéro 1, à tel mois, je devrais être rendu là. Si je suis rendu là, il y a peut-être une explication, mais au moins, vous allez pouvoir mesurer si vous gardez le contrôle de votre projet. Donc, éviter d'aller dans l'improvisation puis d'être dans une meilleure planification. Tout à fait. Tout à fait. Je me rappelle, j'avais des oncles. Le Québec Inc., c'est pas si vieux que ça. Hein? Ça a 50 ans, le Québec Inc. Et un entrepreneur dans les années 80, c'était quelqu'un qui avait un TDA, qui avait mal planifié, mais qui avait réussi à survivre. Alors, c'était un entrepreneur. Moi, j'ai fait un cours un baccalauréat en finance et je viens de Trois-Rivières, à l'UQTR. Et on avait un travail à faire avec une entreprise locale. Alors, dans mon cours d'administration, alors après le cours, on était 30 dans notre cours, on est tous allés voir les entrepreneurs du Québec à Trois-Rivières. Et au fond, il n'y en avait pas tant que ça à Trois-Rivières. On était 3-4 dans le même commerce. Là. Et ça n'existait pas, l'entrepreneurship. Aujourd'hui, l'entrepreneurship demande beaucoup plus de planification parce que le monde est devenu très petit. Et les ingénieurs sont devenus internationaux, les laveuses sont devenues internationales et tout ça. Les marchés locaux, les avantages locaux, la langue, la réglementation, la couleur de la margarine, ce sont des barrières non tarifaires qui se sont effondrées à travers les années. Alors, les commerçants comme le chocolat, comme les faiseurs de cadeaux, les souvenirs pour les touristes, les soldats de plomb, des choses très souvent techniques, très précises, ce sont devenus des produits de commodité internationale. Un iceberg qui soit fabriqué aux États-Unis ou à l'usine de Montréal, personne ne s'en rend. Pourtant, c'est une entreprise manufacturière. Oui. Dis-moi, quels sont les pièges à éviter? Donc, tu sais, j'ai le goût là, d'aller faire une démarche demain. Je prends mes pénacs, je vais regarder sur Internet ou je ne sais pas où. Là. OK? Puis là, j'ai le goût de me lancer tête première puis d'aller planifier, programmer des aides financières, des aides gouvernementales. Quels sont les pièges à éviter? Okay. Les pièges à éviter, mettons pour un entrepreneur, pour qu'un projet se porte bien. Bon, bien sûr, on l'a évoqué, bien planifié, se donner des repères et tout ça. Je retournerai pas là. Sous-estimer l'ampleur du travail qui devrait être fait, surestimer ses compétences personnelles. Ah, ça va marcher parce que je suis bon, parce que je l'ai déjà fait, parce que je sais où est-ce que je m'en vais et tout ça. Et une personne qui se surestime se connaît pas bien et s'isole. Et ce que j'ai appris, moi, à travers toutes les années d'intervention, c'est que je ne sais rien. Et j'en suis très fier. Je sais m'entourer, je connais les forces des gens qui sont dans mon réseau ou qui sont des consultants extraordinaires et méritent dans leur secteur des RH ou ça, dans la pièce ici, on pourrait en identifier. Je viens de te plugger. Merci. Merci. Bon, mais c'est bien. Merci. Mais s'entourer. Parce que le marché est devenu tellement complexe. Personnellement, il y a beaucoup de projets actuellement en intelligence artificielle. Moi, je suis content. Lorsque j'entre sur Internet, je pose une question et j'ai des réponses. Mais j'ignore totalement comment développer ces applications-là. J'ignore totalement. Il y a des gens maintenant qui font des plans d'affaires et des études de marché avec quelques phrases clés et c'est l'intelligence artificielle qui écrit. Ils ne relisent même pas le document après. Alors, ne vous asseyez pas. Je dirais, souffrez. Planifiez, réfléchissez, remettez-vous en question et parlez à votre entourage de confiance, bien sûr, pour être capable de mesurer si vous avez bien anticipé les problèmes qui pourraient arriver. Et le pire qui peut arriver, c'est que votre confort personnel, votre bien-être personnel, la gestion de votre temps soit si importante que vous nuisez à votre entreprise. Il y a environ 2 mois, j'ai rencontré un jeune entrepreneur. Il a décidé à mettre une entreprise de TI en ligne et il a fait quelque chose de très bien. Puis il était très fier après 1 an. Alors, il a décidé pour fêter ça, de partir 3 mois avec son pack-sac et faire le tour du monde. Tu es entrepreneur. Mais il a tué son entreprise. Puis il est revenu, il dit, j'ai plus de clients. Mais non, t'es parti. Ils sont partis eux aussi. Ils sont partis aussi. Alors, vous êtes entrepreneur. Vous prenez un chemin dans la vie qui demande un investissement. C'est un art de vivre. Soyez responsable et mesurez l'impact de vos décisions. Oui, tout à fait.
Dis-moi, quelles sont les compétences essentielles, selon toi, pour les dirigeants d'entreprise là, qui doivent naviguer? Parce que c'est un monde, là, ce monde-là, d'aller chercher des aides gouvernementales, des subventions. Puis il y a de la paperasse, il y a de la documentation. Donc, c'est quoi les compétences requises auprès des dirigeants d'entreprise pour s'assurer de faire une bonne démarche dans ce paysage-là là, qui est complexe? J'ai un neveu qui m'a posé la question et il était avide d'argent et de succès pour sa vie. Il veut se partir en affaires et il a environ 25 ans. Il m'a demandé, c'est quoi le secret pour faire de l'argent dans la vie? Ça s'apparente un peu à ta question et spontanément, la réponse est à peu près l'équivalent. Aimer le monde. Aimez, soyez respectueux des gens avec qui vous travaillez. Intéressez-vous aux gens qui sont devant vous parce que le Québec, surtout le Québec Inc., est excessivement petit. Avec 2000 connaissances, on fait le tour de beaucoup de villes et beaucoup de marchés et beaucoup de secteurs et de donneurs d'ordre. Et imaginez si vous ne les aimez pas et qu'ils s'en rendent compte. Alors, vous allez vous fermer des portes, fermer de l'aide, fermer du savoir. Donc, la première étape, aimer. Aimer les autres. Deuxième étape, soyez honnête. Dites vos forces, dites vos faiblesses, dites votre objectif et cessez de maquiller les fausses réalités en pensant que personne ne va s'en rendre compte. L'information va tellement vite, les jupons dépassent et les dossiers, on en voit une 50aine par semaine et ce sont tous les mêmes raccourcis ou les mêmes phrasés qu'on retrouve. On vous voit venir. Alors, lorsque moi, je présente des partenaires et tout ça, voici, mettons, tel, il a actuellement une difficulté, sa machine ne fonctionne pas et il perd de l'argent, donc il cherche à avoir telle efficacité. Je crois que tu l'as, mais je le sais que tu manques de temps. Dans cette phrase-là, j'ai mentionné les forces et les faiblesses du manufacturier et j'ai manifesté les forces et les faiblesses du gars qui va offrir le service. Et ensuite, il faut qu'il y ait un match entre les deux. C'est très important parce que si tu collabores avec quelqu'un que tu ne piffes pas, comment le service va être? Hein? Alors, être honnête, être intéressé à l'autre et faites donc vos suivis. Ouais. Faites vos suivis. Ah non, c'est pas mon problème, c'est toujours votre problème. Donc, vous êtes responsable des bons coups et on remarque la qualité des gens, des consultants, lorsqu'ils sont responsables des mauvais coups. Lorsqu'il y a des difficultés, je ne travaille qu'avec des gens qui sont loyaux et solidaires. Lorsque ça va mal, c'est là qu'on rencontre les gens de qualité qui s'unissent et on essaie de trouver une solution. Souvent, la situation problématique n'est pas due à moi, ce sont des contextes extérieurs, mais le client a le droit d'être accompagné, d'être rassuré, d'être suivi parce que ça va mal. Et si on allume la lumière et que tout le monde s'enfuit, c'est pas bon non plus et ça dénote la qualité des consultants avec qui vous travaillez. Maintenant, écoute, tu n'es pas le seul dans ce domaine d'activité-là. Mais qu'est-ce qui distingue Guy Lebel Service Conseil, dans cette industrie-là? Et comment toi, tu fais des démarches? Comment tu te positionnes dans une démarche, dans un dossier client? C'est très gentil comme question. C'est rare qu'on la pose, celui-là. Lorsque je suis arrivé en affaires aux alentours de l'an 2000, j'ai pris des décisions. L'emploi de consultant comme on le vivait actuellement n'existait pas vraiment. On faisait des études de marché, on faisait un plan d'affaires, ça prenait 3 mois, on rédigeait un document, on le donnait, on le présentait à la banque, c'était terminé. C'était excessivement long et très coûteux. L'avantage que j'ai eu, pourquoi je me suis positionné dans le marché, c'est que premièrement, je ne fais pas de faux détours, je vais directement au but et si le client ne me dit pas les vérités, je vais être peut-être brutal, rigolo et sarcastique, mais on va rapidement tomber dans le cœur du sujet qui est quel est ton avantage, la productivité, où est-ce que tu vas faire ton argent et combien tu as de temps pour faire ton projet. Et ça m'a amené une grande flexibilité dans le marché, une grande écoute et une grande facilité aussi à travailler avec un réseau et passer la balle. Également, lorsqu'on passe la balle à des partenaires. Oubliez l'argent. Les mangeux de cotes et les piques-assiettes, là,
Ça n'a plus sa raison d'être au Québec. Le réseau est très petit. Si tu es compétent, tu vas en avoir des mandats. Si tu es obligé de partager ton revenu avec un paquet de contrats et tout ça, c'est de la lourdeur administrative. On perd de la productivité et on perd de la crédibilité au nom du client. On pense plus à sa poche qu'au service du client. Alors, être généreux, aider le client, manger ses bas, perdre des heures, faire en sorte que le client fait de l'argent et qu'il te rappelle. Ouais. Il y a des clients avec qui je travaille depuis 16 ans, 17 ans, ils me rappellent à tous les mois, ils ne m'ont jamais quitté. Parce que c'est de ma faute, je suis responsable. Même quand j'ai jamais touché le dossier, on m'appelle, on me dit « Guy, j'ai un problème, c'est de ta faute maintenant, sors-nous de là ». Alors, on a une relation de confiance qui se pose et avec les clients, je suis capable de perdurer dans le temps. Pourquoi je suis toujours là après 25 ans? Je prends en charge les incertitudes des clients ou les mauvaises décisions qui ont été prises à l'interne et j'aide à faire un bon miroir à l'entreprise pour bien mesurer les décisions et l'impact des décisions dans le temps. Mes clients font de l'argent. Alors, ils me rappellent. Mais des consultants qui sont, comme moi, une petite firme avec 4 employés, qui est autonome et qui ne fait pas de publicité et qui est dans le marché après tout ce temps-là et que je suis encore légèrement sain d'esprit, on n'en voit pas beaucoup dans le marché. C'est un métier qui est 24 heures sur 24, très difficile. Surtout que j'ai des clients en Europe, j'ai des clients également vers l'Asie. Les fuseaux horaires sont très loin. Il n'est pas rare que le téléphone sonne la nuit. On est en affaires, je n'ai pas mis mon pack-sac pour 3 mois. Tu n'es pas parti en voyage comme le type de tantôt. Je ne suis pas parti en voyage. C'est très passionnant, Guy. Dis-moi, y a-tu d'autres choses, d'autres éléments qu'on doit considérer avant de prendre le téléphone puis d'appeler Guy Lebel? Les entrepreneurs vont vivre une période qui est vraiment turbulente actuellement et elle est due à la structure de l'industrie que nous avons choisie en Amérique il y a une quarantaine d'années. Je n'irai pas très loin, je sais qu'on est en la fin de phrase. Okay. L'industrie manufacturière et de création de valeur est séparée en 4 blocs vraiment distincts. Puis on a appelé ça la mondialisation. Nous, on a accepté d'être un grand village, c'est-à-dire que chacun allait faire sa force. La première, c'est d'avoir l'idée. L'idée, ça, on est encore l'Amérique, le Québec et tout ça, on est des inventeux, des patenteux. Ah, on va le programmer comme ça. Regardez le cinéma, on n'a pas de budget, on fait des choses. Regardez tout à Montréal, la filière de l'intelligence artificielle, on tire notre épingle du jeu, on est créatif. Les jeux vidéo, ça, on a notre place, on a des idées. Ensuite, il y a tout l'ingénierie et la productivité, la production manufacturing. Ça nous a quittés. Ça nous a quittés, c'est aller vers l'Asie, c'est aller vers des pays pauvres, c'est aller vers des pays qui souvent ne sont pas éthiques, mais fondamentalement, c'est moins cher et on maquille tout ça. On ne parlera pas de Nike ici. On maquille tout ça et on se permet de produire à faible coût parce que, en tant que client, nous l'exigeons. L'autre bloc, c'est la distribution. Alors, la distribution, on est encore bon en Amérique dans la distribution, on fait du shipping et tout ça, mais tranquillement, ça s'est effrité. Les entrepôts sont partis. Ce sont maintenant des ports, des camions qui roulent, ce sont des bateaux et tout ça. Et l'entrepôt, c'est devenu des grands commerces. Hein. Donc, ce n'est plus de l'entrepôt local. Ça s'est complètement infiltré. Il reste la dernière partie, c'est-à-dire le client qui achète. Et le grand trouble que nous vivons actuellement, c'est qu'on vient d'imposer 30% de plus cher à tous les clients, abîmant le réseau de distribution, affectant la productivité, et on s'en fout de l'idée parce qu'on ne se rendra pas aux clients. Ouais. Alors, le grand deal que l'on avait fait ensemble, il y a une quarantaine d'années avec Brian Mulroney, le libre-échange, la commercialisation, les ententes avec l'Europe, l'Amérique latine et tout ça s'effondre parce que maintenant, plus personne n'est capable de faire un produit de A à Z. Alors vous, en tant qu'entrepreneur, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous faites de bien et j'espère que ça concerne le moins cher, le plus rapide et le plus simple à distribuer parce que c'est là qu'est le gain. C'est là que vous pouvez avoir de l'innovation et de l'aide gouvernementale. Dis-moi, Guy, en guise de conclusion, là, comment on fait pour te rejoindre?
Tu es un beau bonhomme sympathique, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Quand même. Oui, oui, oui. Puis tu es très pertinent et percutant dans tes propos, là, tu sais, ce midi, là, c'est vraiment ce que je m'attendais que tu puisses livrer à nos Bien, participants. Sans doute sur ton site, tu vas donner mes coordonnées, mon courriel, mon téléphone. Prenez pas rendez-vous. Téléphonez, dérangez-moi. Alors, en 10 minutes, on va voir s'il y a affinité, on va voir si on se comprend. Je vais vous donner l'heure juste. Si je ne suis pas capable de vous aider, je vais vous faire sauver du temps dans la vie. Et c'est en se parlant qu'on comprend exactement le besoin. Alors, téléphonez-moi, donne mes coordonnées. Donne ton numéro de téléphone. 514-246-8584. Aujourd'hui, c'est un 514. On est à Québec. J'ai un bureau à Québec. Ne vous en faites pas, mais mon numéro demeure 514. Hein. Les numéros, les codes n'ont plus rien à voir. Téléphonez-moi. En passant, moi, je suis natif de Trois-Rivières. J'ai un bureau à Montréal. J'ai un bureau à Québec. Je dors dans mon auto. Écoutez, on est partout en même temps. Mais il faut se parler. Il faut se parler. C'est la meilleure façon. Gardez ça simple, on gagne du temps, on est plus efficace. Et pour le savoir, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, Guy adore le contact en personne. Donc, prenez le temps de lui téléphoner. L'Internet, la technologie, il l'utilise bien, mais la fréquence vocale, c'est le meilleur moyen. Vous pouvez toujours aller sur mon site www.lebelconseil.com. Mais merci infiniment, Guy. Merci. C'est un vrai plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui. Merci de la pertinence aussi de tes propos, tes commentaires. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et à ton prochain invité. Oui, prochain invité. Prochain invité. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Bouchard. Jean qui est président de Synergie Solutions RH. Puis un expert en développement des personnes et des organisations. On parle de gestion du changement, gestion RH aussi, bien entendu. Jean qui est un passionné, qui est engagé dans le développement, qui est passionné de la psychologie aussi, il faut le dire, de l'être humain sous toutes ses coutures. Donc, 35 années d'expérience. Il vient de te battre. 30 d'expérience dans l'accompagnement, accompagnement d'entreprise, gestion, dans le domaine institutionnel aussi, Desjardins, Chute Québec, Chute Saint-Justine, Revenu Québec. Donc, c'est un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui, Jean, et de participer avec nos téléspectateurs sur le sujet d'aujourd'hui. Un grand plaisir, cher François. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi. Merci encore une fois à vous deux de vous être déplacés. Mais peux-tu me parler de moments clés de ta carrière qui a façonné ta vision du développement organisationnel, ce que tu fais aujourd'hui puis ce que tu fais avec plaisir et passion? Ah, écoute, en 35 ans, on peut en raconter, hein, des fois à peu près. On a 35 minutes. On a 35 minutes, on va se faire plaisir pour à peu près. L'épisode Desjardins, écoute, j'étais stagiaire. Et je viens du département de psychologie industrielle organisationnelle, l'Université de Montréal. Moi, c'est un 4-1-8, ça, Guy. Moi, je suis un 4-1-8, mais je suis rendu à Montréal maintenant. Et j'ai passé un bon bout à Québec. Et là, je commence donc mes stages là, du côté de Desjardins. Et je fais donc la découverte d'un paquet de beaux mondes, notamment Pierre Ouellette, et là, les Luc Nadeau, les Luc Junot, les Michel Nadeau. Bref, il y avait un paquet de monde. Et moi, je débarquais déjà avec toute une panoplie d'outils, de moyens, bon, les André Savard. Bref, là, j'avais un paquet d'affaires, mais là, il fallait rendre ça concret. Il fallait rendre ça, donc la connexion avec le client est importante. La méthode Saint-Arnaud, donc à l'approche consultant. Et là, très, très rapidement, c'était le faire sens. C'était la connexion avec le client. C'était, à quelque part, essayer de faire naître et si j'ai le chandail d'ici, c'est le chandail de McDavid, soit dit en passant. Alors, il n'y a pas d'allégeance là, aux Oilers d'Edmonton, bien que, bon, ils vont bien ces temps-ci. Mais c'était de créer l'effet de psychologie des champions. Mais dans le fond, c'est de créer, dans le fond, à quelque part, quelque chose de nouveau. Je voulais être à valeur ajoutée. Moi, la psychologie industrielle, pour moi, ce qui est important, et déjà de l'âge de 14 ans, je savais déjà que je voulais être psychologue industriel organisationnel. Pour moi, c'était un must. Je voulais faire évoluer l'humain, l'organisation, les équipes. Alors, quand j'arrive chez Desjardins, j'arrive donc transporté de cette passion-là. Et là, on s'est connectés tous ensemble et on a créé, dans le fond, un univers, un écosystème. On a regardé les guides, on a regardé les programmes, on a fait évoluer, on a travaillé dans le core business. C'est le capital humain.
Alors, et moi, je suis un expert de faire évoluer le capital humain et au meilleur. Et je fais des liens avec ce que tu racontais, Guy, tout à l'heure. Sans capital humain, on va nulle part. Donc, c'est important. Donc, déjà là, Desjardins était pour moi. Et après ça, donc, j'ai été quasiment 30 ans dans le réseau hospitalier. Et ici, là, moi, j'ai commencé ma carrière ici à l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui est rendu un monstre, pas à peu près. C'est haut. Et pour évoluer, je fais ça quand même assez simple. Au plus fort, on était rendu un centre d'expertise des gestionnaires où là, donc, l'approche développement organisationnel est une approche qui se voulait vraiment au cœur du vrai, de la business. La business, c'est où? Et bon, la compétence est importante. C'est comme un muscle, il faut la travailler. J'ai géré des millions en formation. J'ai eu donc à gérer aussi donc, la relève comme telle, des plans de relève, à innover parce que là, à un moment donné, on était comme condamné à couper. Alors là, au lieu d'être boucher, je suis devenu boulanger, je suis devenu pâtissier, où on a fait naître, dans le fond, des nouveaux univers, des nouveaux écosystèmes. Le centre d'expertise des gestionnaires est arrivé. Après ça, donc, l'environnement numérique d'apprentissage de la province de Québec, où on m'a confié des clés de champ en disant, ben écoute, alors, évolue, fais grandir. Mais écoute, des fois, c'était une mission presque impossible. Je t'écoute tout à l'heure, Guy, et il y avait du risque pas à peu près. On me confiait, bon, alors, je fais pas ça tout seul, là, je fais ça avec des champions. On a créé l'effet de McDavid pour, à quelque part, quick win, petite victoire. On va chercher l'expertise, c'est pas en interne, c'est à l'externe. On se développe un plan de match. On regarde, et là, je vais chercher les 10 séries X. Hein, ça prend un cap. Ça prend une cible. Après ça, ça prend aussi un contrat social. Donc, et là, il y a différentes façons de le faire, mais il faut donner le goût comme tel aux gens d'avancer. Il faut leur donner le goût d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, d'être sur leur X, mais d'être fiers de gagner quelque chose. Ça, à toutes les fois, c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui a fait qu'on est passé des fois très proche. Moi, au plus fort, je gérais 50 gestionnaires coachs, je gérais 3 coachs certifiés, et des 150 ressources indirectes et directes, là, de par bref, là, ça jouait fort et ça jouait dur. Mais dans le bon sens du trafic, où là, à un moment donné, des plans, des craintes, des quoi, des là. Psychologie des champions, l'effet McDavid, c'est quoi? 4 points très, très précis qui a conduit ma passion et la conduite de mon parcours en développement organisationnel, en changement organisationnel, que moi, je vois beaucoup comme étant incarné. C'est incubé à l'intérieur même de la raison d'être, de l'intérieur même aussi du core business de l'entreprise, de l'organisation, à l'intérieur même des gènes qui font qu'on doit avancer. Premièrement, l'une des clés, c'est carrément le focus extrême. Je t'en parlais ce matin, François, au niveau du podcast. Alors, c'est focuser et oublier, ou du moins, il y a des bruits environnants. Essayer de les limiter, de les écouter, oui. Et après ça, bien évidemment, faire avec et focuser toujours sur la fameuse cible qu'on doit atteindre pour gagner quelque chose. La discipline. La discipline. Mais une discipline qui est aussi invisible. C'est une discipline qui est des fois même translucide, on ne la voit pas. Et celle-là, elle est reconduite par quoi? Elle est conduite par carrément la micro-habitude à l'extérieur des spots, mais qui fait toute la différence dans l'endurance, dans persister tout le temps à façonner le bon comportement, la bonne attitude au bon moment et le mindset du champion comme tel. Donc, on est dans l'orientation positive. Certains, j'ai eu à gérer des programmes de relève, des parcours et tout ça, des centaines comme tel. Mais ce qui faisait la différence comme tel, c'est ça, c'était vraiment ces 2 points-là. Le troisième, là, on travaillait carrément sur, c'est l'aspect de l'humilité radicale. L'humilité radicale, et ça revient aussi un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Guy, c'est que ici, on n'a rien gagné tant qu'on n'a rien gagné, mais il faut cultiver toujours. Et je fais quasiment un lien avec les 5 E de série X, à quelque part. L'endurance, l'exemplarité, l'écoute, l'éthique. Bon, il y en a un 5e à quelque part, mais c'est pas grave. On échappe, mais c'est pas grave. On va pas leur donner les cours de gestion. Mais ceci dit, c'est extrêmement important, la résilience. La résilience. Et ça, Dieu sait que j'en ai vu des équipes résilientes. Mais tu sais, je parlais tantôt, là, les bruits, c'est des peurs, c'est des craintes, et c'est aussi des fois là, les mouvements de résistance au changement. Gérer des projets,
devenait de plus en plus gros. Puis là, moi, je suis parti de l'hôpital Enfant Jésus, qui est devenu CHU de Québec. Puis après ça, à Sainte-Justine. Puis à toutes les fois, peu importe, et j'ai travaillé aussi avec Revenu Québec. Ce qui est important aussi, c'est évidemment de bien savoir ce que tu dois faire, les rôles et responsabilités clairs, une vision claire, des processus clairs, les fameux, je te racontais ce matin, on a beaucoup moins de temps, mais bon, les fameux les 3P, les 4S ou les 4P, 3S, tout dépendant de McKinsey, extrêmement important de regarder le tout si on veut bien agir, si on veut bien évoluer. Et on parle, tu sais, là, tu viens de soulever le changement, la gestion du changement. La gestion du changement, là, ça couvre toutes les entreprises, toutes les facettes, toutes les organisations. Puis quand on parle de gestion du changement, bien, ça vient impacter l'humain. OK? Parce que les robots, l'intelligence artificielle, on est capable de la programmer, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de résistance au changement là-dedans. Mais quels conseils pratico-pratiques donnerais-tu aux leaders en entreprise, justement, pour favoriser le changement auprès des personnes clés, des talents clés dans leur entreprise, afin d'optimiser l'évolution de l'entreprise dans un climat de collaboration? Ah, là, tu viens de toucher cette question clé fondamentale. La mesure, l'évaluation, la connexion avec ton monde. Tu disais tantôt, puis ça, je te rejoins énormément, aimer son monde, mais aussi écouter ce qu'ils ont à dire, mais aller aussi à cibler les talents et les potentiels. Et des fois, ils sont comme pas nécessairement connus, mais on doit les mettre donc dans des espaces, dans des contextes, créer des conditions, créer, dans le fond, un nouveau plan de match, aller carrément dans le McKinsey ou d'aller carrément dans la stratégie d'Océan Bleu. On n'a comme pas le choix. Il faut recréer, aller dans l'innovation et recréer un nouvel environnement, un nouvel océan où on va bâtir ensemble, où on va être fiers de ce qu'on a à faire. Mais donc, le changement doit être incubé à l'intérieur même, dans le fond, de la business, des rôles de responsabilité, des tâches à accomplir dans l'opérationnel. Et ça, c'est extrêmement important. Et ici, ce qui est important, une bonne PMO. Il y a comme des facteurs clés. Une PMO claire, on sait-tu qui sont notre staff, là, nos employés. C'est qui? C'est quoi en termes de compétences? Puis là, on vient là, sur les 10C de série X comme tel, les compétences, c'est important. Alors, où sont nos compétences? Puis où ils sont au niveau, ils sont-ils vraiment à valeur ajoutée là où ils doivent être? Un autre point extrêmement important. Et à ça, bon, évidemment, il y a toute une courroie ici là, qui est importante. C'est d'encourager le courage, encourager la communication, la collaboration. Les meilleures organisations, et je nomme ici Revenu Québec, ils m'ont impressionné, pas à peu près, dans le sens où ils avaient carrément, donc, à l'intérieur même de leur espace, de parole, de discussion, de réunion. Ils avaient donc déjà mis, et je réponds à ta question, parce que je pourrais en parler quelque peu pour avoir un peu pas mal beaucoup. Des tandems, créer des tandems. Donc, les plus jeunes qui viennent d'arriver avec les expérimentés qu'on sait qu'ils ont, donc les savoirs critiques, et qui sont critiques. Et s'ils disparaissent, s'ils quittent, et voici, il y a ici une perte en capital humain, une perte en capital financière. Capable de dire, quelque part, bon, quand on regarde les taux de roulement, quand on regarde, bref, un paquet d'indicateurs, taux d'absentéisme, c'est des millions qu'on peut perdre. Alors, à ce moment-là précis, importance de focusser sur les bonnes ressources, de les mettre dans les bons contextes pour qu'ils puissent bien évoluer au bon moment, just in time. On fait du Réal Jacob, on fait un paquet de choses, on fait du McKinsey, extrêmement important. Le to do the best dans le just in time. Alors, et ça, c'est ce qui peut faire carrément la différence au fil d'arrivée. Et à ça, donc, écoute, on a d'une façon, il y a documenter des savoirs aussi extrêmement important, les documenter, les conserver et les remettre en circulation. Nos entreprises, à quelque part, pour avoir eu à créer, dans le fond, moi, ce qui faisait toute la différence, c'est que là, on générait de l'innovation constamment. On était condamnés à gérer de l'innovation constamment, à être dans l'effet boulanger, dans l'effet pâtissier, et non pas, bien qu'on était dans un contexte de boucher, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et à un moment donné, on est devenu réseau. Alors, moi, je vais participer avec les directeurs des ressources humaines à carrément, voici les enjeux en matière de gestion des talents, développement des compétences, changement organisationnel.
On a fait une brique avec ligne Blackburn, Daquès, on pourrait faire un paquet de monde avec qui on s'est amusé. Et tout ça, ben, écoute, c'était pour propager, dans le fond, la connaissance, distribuer de la connaissance, les savoirs auprès de tous les gestionnaires du réseau de la santé. Et important, dans le fond, d'assurer un développement durable aussi de ces compétences-là au fil du temps, les mesurer, suivi, mesurer aussi s'il y a des gains, s'il y a des bénéfices et ou sinon, donc se doter de mécanismes qui permettent de pouvoir réajuster. On parle beaucoup de motivation. Okay? Motivation dans les organisations partout aujourd'hui. Puis personnellement, moi, le mot motivation, il devrait être banni du dictionnaire parce que je trouve que c'est un mot qui est un peu vide de sens. On peut assister à une conférence, puis les gens nous écoutent ce midi, puis ils peuvent être motivés, mais il va rester quoi demain puis après-demain? Donc, moi, ce que j'aime, ce sont les motifs qui mènent à l'action. Dans les motifs qui mènent à l'action, c'est plus durable. Donc, j'ai un motif qui supporte aussi la mise en action. Donc, quels sont les outils, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour guider les organisations, guider aussi les membres de l'organisation à se mettre dans une action, mais dans une action durable. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as comme outil ou encore comme ressource, comme stratégie à la disposition des entreprises, des entrepreneurs? Encore une fois, tu touches et bien, on revient dans le fond à tout ce qui permet de pouvoir créer l'effet McDavid, et de toucher la tête, le cœur, le courage de tous. Et là, il y en a une panoplie, et pas à peu près. Peut être des plans collaboratifs en 3 étapes où on va regarder les enjeux, on va regarder les défis, on va regarder, dans le fond, on va regarder ce qu'on est, puis on va regarder, dans le fond, la ball game. La réalité actuelle, c'est quoi? Puis là, à partir de ce moment-là, on va faire un exercice de vision. Et là, ici, donc, plusieurs possibilités, des murs des intentions, on peut travailler sur le mur de sens, on peut travailler sur... Mais il faut travailler de façon collective. Il faut le travailler ensemble. Il faut aller chercher les meilleurs talents. Extrêmement important. On peut utiliser j'ai une panoplie, François, Guy, une panoplie là, d'outils, questionnaires, peu importe. Donc, on travaille sur donc, on va avoir, dans un premier temps, un bon diagnostic organisationnel extrêmement important, utile. Celui-là sur l'efficacité organisationnelle, sur le contexte, sur la motivation aussi. Et à ça, donc, là, à partir de ce moment-là, donc, on met les gens en scène, on les met donc, et on les met dans le fond à créer. Donc là, c'est à ce moment-là où on peut l'éco-développement, l'éco-ressourcement, les lunch café, les word café, les forums ouverts. Il y en a jusqu'à demain matin, les exercices de vision, orientation stratégique, bien sûr. Il faut parler des vraies affaires. Il faut ensemble s'entendre sur ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis, je travaille toujours dans l'orientation positive. Donc, tirer, dans le fond, le meilleur de ce qu'on est. Et tous ensemble, on s'entend dessus pour faire un beau voyage, un beau voyage tripant vers... Et c'est quoi notre destination? C'est quoi notre cible? C'est où qu'on veut aller vraiment? Et à ce moment-là, donc là, on tombe dans de l'effet McDavid, et pas à peu près. C'est quoi? Donc, donnez-leur l'occasion de... il y avait une annonce. Elle remonte à, je crois, au jeu de, je pense, c'est Salt Lake City de McDonald's. Ça finissait, dans le fond, c'était un père qui finissait son ski de fond et qui gagnait. Et là, tu avais, parce que chaque victoire commence par un rêve. Ouais. Amenez-la à rêver. Mais amenez-la à rêver concrètement. Et après ça, on va travailler ensemble le plan de match, le plan d'action. On va regarder les 3 S, les 3 P, c'est sûr. On ne fera pas de théorie, mais il faut rendre ça concret. Puis après ça, on rend ça clair. La vision, c'est ça. Qui sont mes meilleurs joueurs? Rôle et responsabilité des meilleurs acteurs. Sont-ils à l'interne? Sont-ils à l'externe? Très souvent, moi, j'ai vu, et là, on travaille sur la mobilité interne. OK, on gèle les embauches. On gèle les postes. Plus de postes. On coupe les postes. OK, à l'interne. Faisons avec ce qu'on a. Serge Marquis, docteur Serge Marquis, lorsque j'ai eu le plaisir de co-créer des colloques nationaux avec les Jean-François Fortin-Véraud, qui est PDG actuellement du côté du CIUS-Est de l'île de Montréal, avec une panoplie de beau monde. Et Serge Marquis disait, il accompagnait les mourants. Et il lui dit, il restait 10 minutes à vivre. Il nous compte ça. On est 1200 dans la salle. Et il dit, et là, je lui... Et ce qui est important, c'est
prends soin de ce qui te reste. Prends goût carrément et donne, donne sens au souffle. Tu vis encore. Il te reste 10 minutes à vivre. Merci la vie, gratitude. Là, à quelque part, et là, tout le monde, hein, dans la salle, on se regarde tous en disant, oh, polaire, on n'a-tu pas de problème? On n'a-tu comme pas de problème? Et ça, tellement de fois, quand ça arrivait dans mon bureau, puis ça pleurait, puis tout ça, puis ça ressortait quasiment souriant. Hey, on fait quelque chose ensemble. On y va-tu? Et là, et c'est pour ça que, puis quand je regarde toujours, vois-tu, les clients, et lorsque j'ai eu, encore aujourd'hui, c'est toujours y aller avec le pourquoi on le fait. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des majors en matière de développement, changement organisationnel. On est trop de projets. Non, ça n'a pas de sens. Alors, ramenons ça, priorisons ça, à savoir, puis faisons-en un, mais on va aller chercher la victoire. Mettons à quelque part aussi, dans l'imaginaire de l'équipe et de l'organisation, un prix à gagner. C'est assez capotant que quand tu as un prix à gagner, moi, j'ai vu carrément les flamèches, il y a du potentiel qui est sorti. Bref, le monde se sont mis à s'engager. Motivation intrinsèque. Jacques Forest serait là, puis à quelque part, on travaillerait. Et ça revient à ce que tu disais, l'autonomie, la responsabilisation. Puis le just in time, c'est-à-dire donc d'être sur ton X. Hey, le monde, tout d'un coup, là, ça se levait. Moi, je veux y aller. Puis là, écoute, hey, wow. Là, super. Là, on venait de créer quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et quelque part, donc, au lieu de regarder le verre à moitié vide, tu le regardes à moitié plein. Mais tu vas le générer. Puis tu vas générer, dans le fond, une valeur ajoutée. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Guy. Et à quelque part, au niveau financier, bien, mon Dieu Seigneur, on se rend compte qu'on a économisé 5, 8, 10 millions lorsqu'on a eu, nous autres, à faire ensemble dans l'environnement numérique d'apprentissage du réseau. Parce qu'il s'en fait des super belles affaires dans le réseau. Et parce qu'il se fait des miracles à tous les jours dans le réseau hospitalier. Moi, quand je regarde les médecins, les professionnels, l'administration, les administrateurs, les gestionnaires, wow! Hey, c'est incroyable. Moi, j'ai plus de 40 quelques années, parce que j'ai fait de l'emploi de bureau, de l'emploi de base, là, avant d'être dans le réseau pendant quasiment 30 ans. Mais c'est de sentir, c'est important d'être dans le core business, d'être sur le terrain, puis d'aimer ton monde. Aime ton monde. Mes meilleurs gestionnaires, ceux qui sont devenus des super leaders. Puis, on parlait ce matin là, des fameux détracteurs des hauts potentiels. C'est à quelque part, c'est l'amour. Aime ta gang. Oublie-toi quelque peu. On peut travailler sur toutes les formes de leadership collaboratif, transformationnel, éthique, servant leadership, etc. Mais ça se résume à ça. Rémi Tremblay, avec qui on travaille, nos fameux colloques, qui était carrément assommé tout le monde, et pas à peu près, dans le sens que là, les gens ont compris, Monique, que le leadership collaboratif, c'est un passage d'énergie, de vibration positive de l'un à l'autre, qui avait été orchestré par Jean-Marie Zétoni et 4 de sa gang. Et passage, Zétoni, chef d'orchestre, qui passait, dans le fond, la vibration, l'énergie de l'un à l'autre. Hey, le monde se sont dit, OK, là, on vient de comprendre ce que c'est le leadership collaboratif. Mais faites-le. Faites-le dans vos organisations. Faites-le dans vos équipes. Il y a urgence d'agir à quelque part. Jean, le temps coule. Il nous reste... J'ai 2 questions pour toi. OK? Comment encourager les leaders, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, et on en parlait tantôt, parce que bon, il y a de l'aide, des supports à innovation et développement aussi, mais comment encourager les leaders à adopter une culture d'innovation à l'intérieur de leurs entreprises, la faire circuler, la faire vibrer, puis donner une direction de croissance et une perspective de développement futur soutenu dans l'entreprise? Sortez-les de leur zone d'aisance, de leur zone de sécurité, leur zone de confort. Pensez déjà à demain et à l'année prochaine, dans 2 ans. Et entourer le tout, agrémenté de de projets pilotes ou de projets porteurs ou de qu'est-ce qui fait sens comme tel. Et transporter, amener l'innovation d'une façon réaliste et à quelque part des joueurs clés aussi. S'il y a une question d'argent qui est nécessaire, allons la chercher. Entourons-nous, si ce n'est pas de nous-mêmes, allons chercher les meilleurs savoirs là où ils sont. Allons chercher les meilleurs systèmes là où ils sont. Dotons-nous de la meilleure structure possible
en fonction de ce qui est imaginable et possible, en fonction de notre capacité d'agir, de ce qu'on a comme tel. Travaillons avec donc le plot de P, les personnes, les bonnes personnes, situons comme il faut, chacun dans leur X. Et ça demande de la mesure et d'évaluation quelque peu, mais par une profonde connaissance de qui on est, tous ensemble, dans le collectif, pour bien agir et faire évoluer. Et lecture importante des contextes comme tels. Et ça, comme psychologue industriel, je m'amuse tout le temps à regarder les contextes comme tels. Regarder les contextes économiques, sociaux, culturels, et peu importe où ce qu'on est, et regarder ce qui s'en vient. Et il y avait des seniors qui me disaient toujours, René Rouleau, Michel Boudreau, les Gertrude Bourdon, etc. J'en ai nommé une méchante gang un matin. Avec qui? Je ne fais pas ça tout seul. Il faut faire ça ensemble, à quelque part. Mais n'oubliez pas une chose, que ce qui s'en vient, lorsque vous êtes dans le tunnel comme tel, assurez-vous que ce qui s'en vient, ce n'est pas un train, mais c'est bel et bien la lumière. La lumière. Générer la lumière dans les cœurs des gens, générer la lumière dans leur tête et créer par les mouvements de comportement durable, dans l'endurance, par le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Et rêver, mais rêver concret. Ma dernière question pour toi. En une phrase. C'est déjà un challenge. Un challenge. En une phrase, quel est le message urgent que tu pourrais transmettre aux leaders d'entreprise, okay, en ce qui concerne les leaders qui sont hésitants à investir dans le changement et dans le développement de leur organisation pour faire face aux défis actuels? Mettez l'accent sur votre capital humain. Aimez-le et faites-le évoluer. C'est urgent. Ça a été bon, une phrase. C'est une phrase! Et maintenant, ben, écoute, en guise de conclusion, pourquoi on irait te voir toi? Parce que bon, il y a d'autres personnes qui sont dans le même domaine que toi. Un peu la question que je posais à Guy tantôt. Mais pourquoi on irait te voir toi? Là, en quoi tu te distingues des autres offres de services dans le marché? D'abord parce que je m'intéresse à eux. Ça revient un petit peu à ce que tu comptais. Je les aime. Avant même de les avoir connus, je les aime. Ou je vais travailler avec leur force. L'appreciative inquiry, je vais travailler avec ce qu'ils ont de bien et de bon. On va travailler dans l'orientation positive aussi, de carrière, peu importe, de projet. Bon, parce qu'à quelque part, à cela, j'ai l'acuité. L'acuité peut-être par ma posture gestionnaire, ma posture administrateur, ma posture expert, psychologue industriel, bon, et qui m'amène, dans le fond, à les aider à voir leur organisation, voir leur univers et essayer, à quelque part, par des petits moyens, on en a des moyens jusqu'à demain matin, mais de faire du just-in-time et de travailler sur leur X. Et je fais comme le Sherpa, quelque part, dans certaines organisations, on me dit, t'es notre ninja. Travailler l'exemplarité, travailler l'endurance ensemble, travailler l'éthique ensemble, travailler l'écoute ensemble, travailler la bienveillance ensemble. Il faut que vous soyez bien ensemble. Puis dans santé, bien-être, mieux-être, là, j'ai des instruments, tout ça, Nova, performance carrière, work well together. J'en ai jusqu'à demain matin. Et ce qui est important, c'est ce qui me distingue, c'est d'utiliser, dans le fond, le bon moyen, le bon outil, faire la bonne intervention. J'écoute, je comprends, je travaille au rythme selon la capacité de tous et chacun d'avancer. Quick win, quick win, quick win. Puis je suis tellement fier de ça. Ouais. Puis je ne dure pas trop longtemps, puis je ne coûte pas trop cher. C'est un investissement. C'est un investissement. Dis-moi, en guise de conclusion, on fait quoi? On fait comment pour te rejoindre? On t'appelle? On te trouve sur une page web, sur un groupe Facebook à quelque part? Tous les moyens du monde sont permis. Lâchez-vous lousse, tant du côté de LinkedIn, donc possible dans les réseaux sociaux aussi, Facebook. Du côté téléphonique, 418-806-8502. Mon courriel, Jean Bouchard en commercial, synergierh.ca. Sur mon site web, bien sûr, c'est possible. 418-806-8502, numéro de téléphone, via François, via mes partenaires aussi avec qui je travaille. Écoute, c'est ouvert 24 heures sur 24, comme Guy.
Merci beaucoup, Jean. C'est vraiment très plaisant. T'es pas opposant, hein? Tu laisses pas indifférent, ça c'est sûr. Merci encore une fois à Guy Lebel. Merci aussi à vous tous, chers participants, et à très bientôt pour un autre LinkedIn Direct. Vous avez accès à la rediffusion, bien entendu, en revenant sur ma page. Puis vous allez voir passer dans les prochains jours des petites publications pour vous faire un rappel. Et vous avez aimé, je vous invite à partager et à propager la bonne nouvelle à l'intérieur de vos réseaux respectifs. Donc, un immense merci à vous tous et à très bientôt.